J'avais toujours pensé que le passé était enterré. Mais le passé, c'est une chose capricieuse. Il réapparaît, même sous une pluie de cendres radioactives, un rappel constant de ce que nous avons perdu. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de cette ville à l'agonie, moi, mon mari Julien, et notre fille Lila. À travers les lunettes de nos masques à filtres, les contours des bâtiments effondrés ressemblent à des ombres, des spectres de ce qu'était autrefois une vie normale. Équipés de combinaisons anti-radiation, nous faisons face à un horizon de ruines, guidés par un besoin insensé, retourner chez nous. Pas pour y vivre, bien sûr. Juste pour ramasser quelques fragments de ce que nous étions avant que tout ne s'écroule, comme des archéologues d'une époque perdue. L'explosion avait tout changé. En un instant, la ville était passée d'un lieu vibrant et peuplé à un cimetière silencieux, une zone hostile où même l'air pouvait vous tuer. Chaque coin de rue semblait porter l'empreinte de la panique qui avait accompagné l'évacuation, des voitures abandonnées, des fenêtres brisées, et des papiers qui volaient encore parfois, comme si la ville elle-même pleurait son ancienne vie. Mais parmi ces ruines, il y avait notre maison. Un sanctuaire déserté, certes, mais porteur d'espoir éteint. Pourquoi revenir ? Peut-être pour retrouver des photos, un livre, un jouet, quelque chose qui nous prouverait que cette vie à laquelle nous avions renoncé était bien réelle. Peut-être aussi pour nous rappeler que nous étions encore des survivants, pas seulement des spectateurs d'une tragédie inévitable. Marcher dans cette ville morte est une expérience à la fois terrifiante et fascinante. Le silence est assourdissant, interrompu seulement par le bruit de nos pas sur le béton fissuré ou le grincement occasionnel d'un panneau métallique dans le vent. L'air semble lourd, chargé de quelque chose d'invisible mais oppressant. Les rues désertes racontent une histoire, des vies interrompues, des projets abandonnés, et un futur qui n'est jamais arrivé. Nous avançons, comme attirés par un fil invisible qui nous ramène vers ce qui reste de notre ancienne vie. Je n'oublierai jamais le bruit des sirènes ce jour-là. Elles semblaient déchoir l'air comme une lame, annonçant une catastrophe imminente. Les gens couraient dans tous les sens, les voitures klaxonnaient, et moi, j'étais paralysée sur le seuil de notre porte. Julien avait attrapé Lila, l'avait hissée dans la voiture, et moi, j'avais réuni à la va-vite ce que je pouvais. Je me souviens avoir regardé autour de moi, comme si je pouvais emporter avec moi tout ce que nous avions construit. Nous étions partis, laissant tout derrière nous. Pas le temps de pleurer, juste survivre. Ces souvenirs restent précis, comme gravés dans ma mémoire. Les cris, les pleurs, le bruit de la radio qui donnait des instructions contradictoires. Aujourd'hui, les rues vides et les édifices à demi effondrés me rappellent cet instant de chaos. La peur, l'urgence, l'incertitude. Mais cette fois, nous revenons dans ce désert. Chaque pas semble une provocation à l'histoire, comme si marcher ici pouvait réécrire ce qui s'est passé. Revenir ici me ramène aussi aux premières semaines après l'explosion, lorsque nous avions fui vers une zone supposément sécurisée. Rien ne l'était vraiment. Les nouvelles parlaient de radiation, de contamination de l'eau, de pillage dans les zones évacuées. Nous avons vécu dans l'incertitude, chaque jour apportant son lot de mauvaises nouvelles. Ce souvenir me hante encore. Aujourd'hui, en revenant ici, je ressens une étrange combinaison de peur et de nostalgie. Comme si affronter ce lieu pouvait exorciser ses démons. Julien marche devant, vérifiant constamment son détecteur de radiation. Sa démarche est tendue, presque militaire. Il n'a jamais cessé d'être celui qui prévoit tout, qui analyse chaque situation avec une froide logique. Derrière lui, Lila tient son carnet de dessin contre sa poitrine. Ses petits croquis, esquissés à la hâte, capturent des fragments de ce paysage mort, les silhouettes des arbres morts, les toits brisés des maisons. Elle est méthodique, concentrée, comme si dessiner pouvait lui offrir une protection contre cette réalité oppressante. Lila, avec ses yeux de 12 ans, paraît plus forte que je ne le serai jamais. Pourtant, je sais que ce qu'elle voit la hante. Elle dessine pour s'évader, mais ici, même son art semble infecté par cette réalité grise et stérile. Moi, je suis derrière, écartelée entre le besoin de rester près d'elle et l'envie de hurler que tout cela est une folie. La regarder me rappelle pourquoi nous faisons cela. Pour qu'elle puisse comprendre d'où elle vient. Pour qu'elle ait des réponses. Julien, lui, est une présence solide. Il ne montre jamais sa peur, même si je sais qu'elle est là. Chaque mouvement de sa part est calculé, chaque décision mûrement réfléchie. Nous sommes différents dans notre manière d'aborder ce retour. Lui voit cela comme une mission, moi comme un pèlerinage. Mais pour Lila, c'est quelque chose de plus profond, un moyen de donner un sens à ce monde brisé. Le bourdonnement électronique du détecteur de radiation retentit soudain, un son aigu et strident qui semble transpercer le silence.
Julien s'immobilise. Ses mains se crispent sur l'appareil, ses yeux se plissent derrière la visière de son masque. Il y a une fissure, une faille presque imperceptible dans son équipement. Le genre de faille qui transforme chaque respiration en un pari mortel. Nous n'avons pas de masque de rechange. Julien sort un rouleau de ruban adhésif et renforce la zone, mais nous savons tous que ce n'est qu'un répit temporaire. Chaque pas devient plus lourd, chaque inspiration un rappel de notre fragilité. Pourtant, continuer semble moins terrifiant que de repartir maintenant. Le bip incessant du détecteur agit comme une alarme, nous rappelant à chaque instant le danger invisible qui nous entoure. Je regarde Julien renforcer son masque avec des gestes précis, mais je vois la tension dans ses épaules. Cette fissure est une menace silencieuse, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nous. Lila, de son côté, serre son carnet contre elle, comme si cela pouvait la protéger. Nous continuons, mais une part de moi se demande combien de temps nous pourrons tenir ainsi. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur en insistant pour venir. Nous jouons avec nos vies pour des objets que nous avons abandonnés, mais ils représentent plus que du simple matériel. Ce sont des fragments de nous-mêmes. Une preuve que cette vie, cette joie, ces rires ont existé. Pourtant, le doute me ronge. Qu'est-ce que cela changera, en réalité ? Est-ce que des photos suffiront à effacer l'horreur que nous vivons ? Lila, concentrée sur son carnet, me ramène à la réalité. Je lui ai promis que ce serait rapide. Mais au fond de moi, je sais que cette promesse était aussi fragile que les souvenirs que nous cherchons. Chaque pas dans cette ville me rappelle ce que nous avons perdu. Les images de notre ancienne vie me reviennent en mémoire, Lila courant dans le jardin, Julien bricolant dans le garage, moi assise à la table, planifiant nos prochaines vacances. Ces souvenirs sont à la fois une source de réconfort et une douleur aiguë. Ils me donnent la force de continuer, mais ils me rappellent aussi ce que nous risquons à être ici. Pourtant, malgré mes doutes, je sais que je ne pourrai jamais faire demi-tour maintenant. Julien ralentit son rythme. Il jette des regards prudents autour de lui, tandis que le détecteur continue son bip insistant. De mon côté, je sens la tension monter. Lila, elle, reste silencieuse, les yeux rivés sur son carnet. Sa sérénité apparente contraste avec l'urgence de la situation, mais je sais que c'est sa façon de gérer la peur. Julien me fait signe de nous arrêter un moment pour évaluer la fissure dans son masque. Les minutes passent lentement, chaque seconde pesant lourdement sur mes nerfs. Je me tiens près de Lila, ma main sur son épaule, tentant de transmettre une assurance que je ne ressens pas. Je me rappelle nos premiers jours dans cette maison. Les rires de Lila quand elle a découvert sa chambre, les repas partagés autour de la table en bois que Julien avait fabriquée lui-même, et les soirées d'été passées dans le jardin à regarder les étoiles. Ces souvenirs me reviennent avec une intensité brutale, comme un flot que je ne peux pas contenir. Chaque pièce de cette maison, chaque objet que nous avons laissé derrière nous porte une histoire. C'est cette histoire que je veux préserver, même si cela signifie risquer plus que nous ne devrions. Julien, lui, se concentre sur l'instant présent. Il ne regarde pas en arrière, pas comme moi. Peut-être que c'est mieux ainsi. Mais je vois dans ses yeux une fatigue que je ne peux ignorer. Nous sommes tous marqués par ce que nous avons vécu, mais il porte cette charge différemment. C'est son rôle, pense-t-il, de nous protéger, de nous guider. Je me demande combien de temps il pourra continuer à tenir cette position. Malgré les signaux d'alerte, je sais que nous devons avancer. Julien me regarde, cherchant une approbation silencieuse, que je lui donne d'un simple mouvement de tête. Lila ajuste son sac sur ses épaules, prête à continuer. Cette maison nous attend, et nous devons y arriver, quoi qu'il en coûte. Avant d'entrer dans la maison, nous vérifions une dernière fois notre équipement. Julien inspecte nos combinaisons, resserre les attaches et s'assure que les filtres de nos masques fonctionnent encore. Lila tient son carnet et son crayon, comme si elle s'apprêtait à documenter chaque instant de ce retour. Moi, je serre une lampe torche dans ma main, consciente que la lumière pourrait être notre seul allié dans l'obscurité à venir. Chaque geste est chargé de tension. Chaque respiration semble plus lourde. Mais nous avançons, franchissant le seuil de ce qui fut autrefois notre refuge. Une fois à l'intérieur, le silence devient presque tangible. Pourtant, des bruits infimes parviennent à nos oreilles, le craquement du bois sous nos pieds, un écho lointain qui pourrait être un souffle, ou peut-être juste le vent. Julien reste en alerte, ses mouvements précis et contrôlés. Lila regarde autour d'elle avec curiosité, ses yeux capturant chaque détail, chaque trace de notre vie d'avant. Le sol est recouvert d'une couche fine mais étrange de poussière fluorescente, presque vivante dans sa manière de réagir à nos pas.
Ce n'est pas seulement une maison abandonnée, c'est un lieu qui a été transformé, déformé par le temps et les radiations. Chaque pièce que nous explorons semble plus étrangère que la précédente. Dans une pièce presque intacte, Lila trouve un album photo. Les pages, bien qu'endommagées, révèlent des images de nous, mais certaines sont étranges. Un visage flou, inconnu, semble apparaître sur plusieurs clichés. Julien et moi échangeons un regard inquiet. Ce n'est pas seulement une maison abandonnée que nous avons trouvée, mais peut-être aussi des questions auxquelles nous n'étions pas prêts à répondre. Cette découverte bouleverse l'atmosphère déjà tendue. Je sens une pression croissante dans ma poitrine alors que Julien tourne les pages de l'album avec précaution, comme s'il craignait qu'il ne s'effrite sous ses doigts. Les visages flous sur les photos semblent nous fixer, des spectres silencieux du passé. Lila regarde une des images avec insistance, un mélange de fascination et d'effroi sur son visage. Nous échangeons un regard, Julien et moi, conscients que ces anomalies ne sont pas des coïncidences. Quelque chose ici est profondément perturbé. Julien propose de quitter la maison immédiatement, mais je résiste. Une part de moi a besoin de comprendre, de voir ce qu'il reste d'autre. Chaque décision semble porter un poids insupportable, chaque minute passée ici s'étire comme une éternité. Après un moment de délibération silencieuse, nous décidons de limiter nos recherches à l'essentiel. Julien suggère de nous diviser pour couvrir plus de terrain rapidement. Il fouillera les pièces à l'étage, tandis que Lila et moi resterons au rez-de-chaussée. Cette idée me met mal à l'aise, mais le temps presse, et la tension palpable entre nous nous pousse à avancer. Je concentre mes efforts sur le salon. Les meubles, bien que recouverts de poussière et de cette étrange poussière fluorescente, sont encore là, témoins silencieux de notre ancienne vie. Je trouve un carnet de croquis que j'avais oublié. Les pages sont remplies de plans d'architecture que je dessinais autrefois avec passion, un souvenir poignant de ce que j'étais avant. Alors que nous fouillons, Lila découvre une vieille peluche dans un coin de la pièce. Elle la serre contre elle, un sourire mélancolique éclairant son visage. Ce moment me touche profondément. Dans ce monde brisé, cette simple peluche représente un fragment d'innocence préservée. Je m'accroupis à ses côtés, posant ma main sur son épaule. Nous restons ainsi un instant, partageant un moment de calme au milieu du chaos. Julien revient avec une boîte contenant des bijoux de famille et quelques vêtements encore utilisables. Il pose la boîte sur la table avec précaution, son regard croisant le mien. Malgré la fatigue et la tension, je vois une lueur de compréhension dans ses yeux. Nous sommes ici pour reconstruire, même si ce n'est qu'un peu de ce que nous avions. Alors que nous nous apprêtons à quitter la maison, un bruit sourd retentit à l'étage. Julien s'immobilise, tendant l'oreille. Mon cœur s'accélère. Il monte les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous son poids. Lila et moi restons en bas, retenant notre souffle. Un cri guttural perce le silence, suivi d'un bruit de fracas. Julien descend précipitamment, son visage pâle et ses mains tremblantes. Il murmure quelque chose sur une silhouette déformée qu'il a vue près de la fenêtre de la chambre. Nous n'attendons pas pour en savoir plus. Le danger est maintenant trop évident. Dehors, une meute de créatures mutées semble nous attendre. Elles sont grotesques, leur forme déformée parce que je suppose être les effets des radiations. Julien utilise un leurre sonore improvisé avec un objet métallique trouvé dans la maison, créant un bruit suffisamment fort pour détourner leur attention. Nous profitons de la distraction pour courir vers notre véhicule. Chaque pas est un effort surhumain, chaque souffle un rappel de notre vulnérabilité. Lila tient toujours sa peluche, ses petits bras serrés autour d'elle. Je ne peux m'empêcher de ressentir une vague de culpabilité pour l'avoir amenée ici. Dans notre fuite, Julien trébuche et perd son détecteur de radiation. Je reviens en arrière pour le récupérer, sentant le poids de chaque seconde qui passe. Une des créatures semble nous repérer et commence à avancer dans notre direction. Julien me hurle de courir, mais je parviens à attraper l'appareil et à revenir vers eux juste à temps. Nous atteignons enfin le véhicule, démarrant dans un nuage de poussière. Les créatures s'éloignent lentement, leur forme disparaissant dans l'obscurité de la maison que nous laissons derrière nous. Le silence dans la voiture est lourd, chacun absorbé par ce que nous venons de vivre. De retour à une zone sécurisée, nous vidons la boîte des objets récupérés. Chaque pièce semble porter un poids émotionnel démesuré. Lila regarde sa peluche, un mélange de tristesse et de réconfort sur son visage. Julien nettoie son masque avec des gestes mécaniques, comme pour se donner une tâche afin d'éviter de penser. Je prends l'album photo retrouvé, et commence à le feuilleter à nouveau. Les visages flous continuent de m'intriguer, mais je décide de ne pas en parler à Julien pour le moment.
Ce que nous avons vu là-bas est déjà suffisamment lourd à porter. Je réalise que cette maison, autrefois un refuge, n'est plus qu'un souvenir. Ce que nous avons ramené ne remplacera jamais ce que nous avons perdu, mais ces fragments sont des rappels de ce que nous étions. Ils nous donnent une raison de continuer, un point de départ pour reconstruire quelque chose de nouveau. L'album photo devient pour moi un symbole. Malgré ses anomalies, il représente notre humanité, notre résilience face à l'inconnu. Je le garde précieusement, comme un talisman contre le désespoir. Nous discutons de notre avenir. Julien propose de rejoindre une communauté de survivants dont nous avons entendu parler. Lila, silencieuse jusque-là, exprime son envie de voir d'autres enfants. Je ressens un mélange d'espoir et de peur à l'idée de repartir, mais je sais que nous devons avancer. Je commence à écrire une lettre pour Lila. Une manière de lui transmettre mes pensées, mes souvenirs et mes espoirs. Je veux qu'elle sache que même dans ce monde brisé, il est possible de trouver de la lumière. En refermant la lettre, je lève les yeux vers Julien et Lila, déterminés à transformer ce fragment de survie en un nouveau départ. À compléter en continuant de développer les enjeux, les obstacles et les découvertes jusqu'au dénouement.